Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et nous sommes ravis à chaque fois de vous retrouver pour ces moments d'échange et de partage avec ce soir autour d'une thématique que beaucoup d'entre vous, d'entre nous connaissons. Mais cette fois, on va le voir un peu différemment puisque nous sommes en présence de notre super formatrice Christelle. Bonsoir Christelle, comment tu vas? Bonsoir, merci, bonsoir à tous. Ça va bien, Alors, merci. bon, avant de débuter ce webinaire, juste quelques petites précisions. Assurez-vous d'être bien sur Google Chrome pour avoir une meilleure bande passante, d'une part. D'être plutôt en connexion filière que Wi-Fi pour ne pas avoir de problème de son et d'image. Et si jamais vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à vous reconnecter via le lien que nous vous avons envoyé par email. Alors, nous vous rappelons que tous ces webinaires sont accessibles en replay sur notre chaîne YouTube et je vous mettrai le lien en fin de webinaire. Alors, pour commencer, Christelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc bonjour, je suis Christelle Lorenz, kinésithérapeute à Nancy depuis plus de 26 ans. J'exerce essentiellement en pelvipérinéologie et ça fait maintenant presque 10 ans que je pratique, j'enseigne et je forme mes collègues et d'autres personnes, des coachs aussi, à la méthode Pilates. Donc, c'est un outil que je connais bien et qui vraiment fait partie de mes outils passion. Super. Alors, je vois que on est très nombreux ce soir. Il y a 164 personnes actuellement qui nous ont rejoints. Beaucoup de kinés de Belgique, Moléon, à Paris, à La Réunion, du côté de Montluçon également près de Nantes et un peu partout, Val-de-Marne aussi, Paris, Chaville. Voilà, bonsoir à tous. Alors, Christelle, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste la méthode Pilates, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, avant tout, pour moi, ce qui est important de signaler, c'est que la méthode Pilates, qui a été créée par Joseph Pilates, a d'abord été une méthode de rééducation. Et pour moi, en tant que kinésithérapeute, ça prend déjà tout son sens. C'est une méthode douce qui va allier les placements précis, des mouvements lents et conscients, une respiration profonde et qui va amener le corps et l'esprit à ne faire qu'un. Donc, j'ai envie de dire, dans différentes cultures, on a une relation du corps et de l'esprit. Je pense au yoga, je pense au qigong. Et nous, en France, on n'a pas cette culture de cette relation du corps à l'esprit. Et donc, c'est en cela que je trouve que cette méthode est très enrichissante. C'est déjà un premier atout. En fait, on privilégie la qualité à la quantité. Et en ce qui me concerne, c'est essentiel. Et si je devais encore exprimer un ressenti sur le Pilates, je dirais qu'en fait, on va quitter le mode faire un mouvement pour être en mouvement, qui pour moi en tant que kinésithérapeute, donc thérapeute par le mouvement et pour le mouvement, est essentiel en fait. D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ce très beau descriptif en fait de la méthode Pilates. Donc, pour toi, c'est une technique qui est complètement adaptée à nous autres kinésithérapeutes. Alors, si vous avez des questions, toi, donc tu es kinésithérapeute, donc tu pratiques cette méthode et comment est-ce que toi, cette méthode est un plus dans ton quotidien de masseur kinésithérapeute? Alors, c'est un peu particulier puisque j'exerce en pelvipérinéologie, mais donc j'ai développé aussi une autre partie dont je parlerai un petit peu après. Pour moi, en fait, si tu veux, le kiné est garant du mouvement juste. Alors, par rapport à mon quotidien, de par nos compétences, de par nos connaissances et notre expertise, je trouve que la méthode Pilates est un outil parce que c'est une méthode claire avec des principes et des référentiels qui sont reproductibles. Donc, pour nous, dans notre quotidien, c'est déjà un atout de pouvoir s'appuyer sur un outil qui va avoir des validations scientifiques. L'outil méthode Pilates
à des validations scientifiques, notamment au niveau de la respiration, au niveau de certains troubles musculo-squelettiques, les scolioses et autres. Et à ce titre-là, pour nous, kinésithérapeutes, et pour moi en particulier, c'est vraiment un outil de valeur. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a une campagne importante. Alors pour ceux qui ne sont pas sur la métropole, je pense à notre collègue de la Réunion, il y a une tendance qui est phare qui dit qu'aujourd'hui, pour tous les problèmes de dos, qui sont des problèmes récurrents dans nos cabinets, on a une solution un peu magique qui est le mouvement. Donc, il y a une grosse campagne à l'heure actuelle sur les affiches publicitaires qui incitent les gens à entrer dans le mouvement, à pratiquer du mouvement pour combattre les problèmes et les douleurs de dos. Alors nous, kinésithérapeutes, nous savons bien dans nos pratiques, parfois sans lui expliquer, sans lui faire ressentir, sans lui apporter des compétences et des connaissances, eh ben c'est compliqué. Il n'est pas le tout de faire des mouvements, il faut les faire de façon précise, concentrée, consciente. Et la méthode Pilates va nous permettre, dans nos cabinets, au quotidien, d'utiliser ces mouvements pour faciliter le mouvement de nos patients. Très bien. Donc du coup, pour toi, c'est parce que parce que cette méthode Pilates est basée sur en fait sur une connaissance précise du corps, sur la posture, que c'est intéressant pour nos autres kinés. Tout à fait, en sachant qu'on retrouve les mêmes problèmes de posture dans les mouvements. C'est-à-dire que pour certains mouvements, donc pour ceux qui pratiquent déjà la méthode, on se rend compte que le visuel est très important pour la réalisation du mouvement. Si à un moment donné, le patient perd son capteur visuel, ce capteur visuel perdu peut très bien entraver la réalisation de ce mouvement. Alors, pour ceux qui connaissent et pratiquent la méthode Pilates, je prendrai un exemple qui est l'exemple du roll-up. Le roll-up peut tout à fait être complètement perturbé dans sa réalisation si le patient ou l'élève qui le réalise a une connexion visuelle qui n'est pas favorable. Donc, pour nous kinés, la posture étant liée aussi à ces capteurs visuels, je trouve que ça a tout son sens. Alors juste le roll-up, alors pour nous qui sommes des pilateurs, kinésithérapeutes pilateurs, on sait très bien ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le roll-up pour ceux qui ne connaissent pas justement cette méthode Pilates? Tout à fait. Alors, c'est un exercice qui allie à la fois la mobilité et le renforcement des muscles profonds, qui va se dérouler, pour faire simple, c'est un exercice où on va commencer en position assise avec des référentiels Pilates, parce que je précise qu'à chaque fois, on a des référentiels très précis de début de mouvement et de fin de mouvement. Donc, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Et donc, c'est un exercice qui va consister à dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre jusqu'à passer en position allongée sur le dos. Puis, tranquillement, tout en engageant bien sûr les muscles profonds et la respiration, on va revenir en position assise. Et là, dans ce retour en position assise, si le visuel n'est pas tout à fait maîtrisé, eh bien, cela peut conditionner la validité du retour ou non. Très bien. Donc finalement, ça serait un peu un crunch, mais contrôlé, en quelque sorte. Alors, on n'a jamais de crunch en pilates parce qu'en fait, on travaille toujours dans l'allongement de la colonne et on s'assure de ne jamais rapprocher des côtes du bassin. Donc, on est toujours en engagement périnéal, contrôlé au niveau des muscles profonds de l'abdomen par un engagement du transverse. Et la respiration va permettre de faciliter le mouvement, d'être le mouvement, mais en aucun cas on n'aura les contraintes ou les désavantages du crunch. On restera toujours dans un allongement de colonne. Et c'est vraiment très sécurisant parce que là, c'est le mouvement juste. Donc du coup, ça, c'est un mouvement que tu vas pouvoir utiliser sur des patients qui sont lombalgiques. Alors oui, mais attention, il y a toujours, à partir du moment où on a un patient lombalgique, nous, en tant que thérapeute, nous avons effectué un bilan.
Et avec ce bilan, nous allons pouvoir utiliser cette méthode comme un outil, mais surtout, on va toujours chercher un élément facilitateur du mouvement. L'objectif étant de permettre au patient de sentir son corps, de travailler juste et en conscience. Donc, on n'est plus, encore une fois, dans le faire, mais on est en mouvement, ce qui veut dire que parfois, un élastique, un anneau, un élément facilitateur, un petit matériel pourra aider notre travail et arriver à ce que le mouvement puisse se mettre en forme et exister. D'accord. Alors, là, du coup, tu m'as décrit un petit peu un mouvement au niveau Pilates. Donc ça, c'est un mouvement que tu peux mettre en pratique en fonction de certaines pathologies. Et comment toi, tu la mets en pratique au sein de ton cabinet? Alors moi, c'est particulier parce que j'ai deux casquettes. À la fois une casquette de kinésithérapeute conventionné avec mes patients qui viennent me voir dans le cadre de la périnéologie et une deuxième casquette qui est une casquette d'enseignante Pilates, donc de prof de Pilates. Et là, je reçois des élèves qui ont fait le choix de venir participer à des cours. Donc, pour vous donner une idée un peu, je vois à peu près 110 élèves par semaine. Ce sont des cours d'1 heure, ce sont des cours au cabinet qui vont être au nombre de 7 personnes à 8 personnes maximum. Les gens ont choisi un jour et un horaire. Ils s'engagent à l'année et de ce fait, hors vacances scolaires, bien sûr, parce qu'il faut quand même faciliter les engagements. Et de ce fait, il y a un vrai enseignement, il y a une vraie progression, il y a une vraie pédagogie. Enfin, clairement, j'ai des élèves qui me suivent depuis 8 ans déjà, qui n'en sont jamais arrêtés. Et puis, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, à la fois pour moi, parce que je vais travailler dans l'éducation de mes patients, de mes élèves, qui n'ont au départ pas de lien avec la patientèle. Je vais travailler l'éducation, la proprioception et aussi je vais engager pour eux la mémoire procédurale. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir se servir de leur pratique, enfin pas quotidienne, mais avec moi hebdomadaire, pour ensuite le mettre en place dans leur quotidien. C'est vraiment l'intérêt. Hein. Travailler sur un mouvement de rotation, par exemple, du haut du buste, ça a beaucoup plus d'intérêt si par ailleurs on a stabilisé le bassin, qu'on est conscient de sa respiration et que donc on va pouvoir avoir un mouvement fonctionnel mais conscient. D'accord. Et du coup, quel genre de public tu as dans les cours que tu mets en place quand tu as tes 7 ou 8 élèves? Alors, donc là, moi, en fait, la communication se fait par le bouche à oreille. Donc, j'ai des gens qui me connaissent pas, qui viennent essayer. Et puis, lorsqu'ils ont essayé, qui choisissent de commencer l'aventure ou pas. Et ça, c'est pour ma pratique au cabinet. Ensuite, je me méfie quand même toujours des gens qui m'appellent en me disant mon médecin m'a dit que il fallait que je fasse du pilates. Alors, je reste toujours très respectueux de l'envie du patient ou de l'envie de l'élève. Ce qui est important, c'est que l'élève ait envie. L'envie, c'est le premier principe qui va être essentiel pour moi. Ensuite, il va découvrir et ensuite, il fera son choix. Il y a plein de façons d'activer son corps et le principal, c'est que la personne se sente bien. Pour les associations, parce que j'ai aussi 4 heures en association, alors là, j'ai envie de dire, les gens s'inscrivent parce que les cours sont beaucoup moins chers et donc je n'ai dans ces cours-là aucune maîtrise de mes élèves. C'est-à-dire, je ne les connais pas, ils viennent parce qu'ils ont envie de s'inscrire au Pilates, entre guillemets. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est la porte ouverte à toutes les pathologies. Il y a des gens qui ont des prothèses de hanches, des gens qui ont des prothèses de genoux, des gens qui ont des scléroses en plaques, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Euh, c'est euh, c'est chouette, c'est une belle aventure. Et à chaque fois, on essaye de pouvoir faire réaliser le mouvement à nos élèves, qu'elles prennent du plaisir, qu'elles apprennent aussi beaucoup de choses sur
le placement juste du bassin, le relâchement des épaules, l'allongement de la colonne, les muscles profonds, le périnée, le transverse. C'est plein de petits messages qui passent séance après séance. Et cette mémoire qui va être engagée, ces procédures qui sont similaires à chaque séance permettent aux élèves de s'approprier leur corps et s'approprier leur mouvement. Et le résultat et le bénéfice, ce sont elles vraiment qui vont être les premiers concernés. Du coup, c'est une méthode qui finalement, enfin, où ton patient est finalement acteur de sa rééducation, et c'est une méthode qui est complètement adaptée et adaptative en fait à la pathologie, que ce soit comme tu disais, problème de hanche, problème de genou, problème de dos, lombalgie, mais ça peut aller jusqu'aux sportifs de haut niveau. Parce que du coup, est-ce que toi tu peux intégrer cette méthode Pilates pour par exemple le reconditionnement d'un geste sportif? Tout à fait. Alors, j'ai eu l'occasion et j'ai eu l'expérience qui était très, très intéressante de pouvoir pratiquer avec un joueur de foot en Ligue 1, parce que Nancy a été en Ligue 1 à une certaine période. C'est fini, mais voilà. Et cette personne venait justement pour pouvoir améliorer son engagement au niveau des muscles profonds pour éviter les blessures. Donc, on a fait un gros travail avec cette personne, c'était très intéressant. J'ai eu aussi l'occasion d'avoir des danseuses du ballet de Lorraine qui avaient des problèmes de dos, et donc on a dû vraiment travailler sur leur posture. J'ai eu l'expérience également d'un jeune qui était sportif de haut niveau en kayak en ligne et qui avait un problème avec son siège, et on a vraiment travaillé tout ce qui est justement conscience de son corps pendant le mouvement. Et ça lui a vraiment apporté beaucoup de bénéfices. Les douleurs avaient disparu. Et là où c'est vraiment intéressant aussi, je dirais, chez nos confrères les dentistes, j'ai beaucoup de dentistes en cours qui viennent soit en coaching individuel, parce que je travaille aussi avec des machines, notamment des Gravity, et qui viennent en coaching individuel pour justement un petit peu assouplir leur corps et pour lutter un peu contre ces postures qui sont répétitives et à la fin finalement invalidantes, pour ne pas dire qui font partie des troubles musculo-squelettiques des dentistes, quoi. D'accord. Alors j'ai deux questions, Christelle. Une première question, alors Fred, il me demande quelles sont les principales indications, éventuellement les contre-indications. Mais avant de répondre à Fred, tu as parlé de Gravity. C'est quoi Gravity? Alors, le Gravity, c'est un outil de rééducation également qui est beaucoup utilisé chez nos amis suisses allemands, qui est beaucoup utilisé aussi aux États-Unis, sur lequel on peut pratiquer le Pilates, mais aussi faire du travail de post-rééducation, du travail de coaching, du travail de réentraînement musculaire à l'effort. C'est un outil très intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup en Pilates. Et voilà, bon, c'est une petite parenthèse. C'est vrai que j'en ai parlé parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise. Et pour le kinésithérapeute, c'est intéressant parce que c'est un outil qui prend pas de place. C'est-à-dire qu'on peut le refermer, il prend pas plus de place qu'une table à repasser. Donc c'est quand même dans des cabinets comme on connaît où parfois l'espace est un petit peu restreint. C'est assez intéressant. Voilà. Alors pour ceux qui étaient présents lors du salon de la rééducation en 2017, nous avions fait une démonstration. D'ailleurs, Christelle, c'était toi qui présentais le Gravity. Donc éventuellement, je vous invite à retourner sur notre site, le CNFK, puisqu'en fait, cette vidéo est encore en ligne où Christelle nous expliquait ce qu'était le Gravity. Voilà. Donc Fred, quelles sont les principales indications et éventuellement les contre-indications à la méthode Pilates, s'il te plaît? Alors, c'est une question, j'ai envie de dire, assez complexe parce que tout simplement, je pense que il n'existe pas, j'espère ne pas me tromper, de contre-indication majeure à la méthode Pilates, dans le sens où elle est essentiellement physiologique, elle répond à la biomécanique du corps humain et surtout, elle a la capacité de s'adapter en fonction de nos bilans et de nos pathologies. De plus, j'ai envie de dire, il y a un certain nombre de mouvements qui permettent de faire un tri, de faire un choix, de formuler des objectifs et en fonction de ces objectifs,
d'assurer les objectifs avec soit l'éducatif d'un mouvement, soit la réalisation d'un mouvement, soit l'adaptation du mouvement. Alors j'espère que je suis pas trop confuse parce que c'est pas mon objectif, c'est pas de noyer le poisson du tout, mais bien de faire prendre conscience en fait que cette méthode s'enrichit au quotidien de nos compétences en tant que kinésithérapeute, de notre œil averti, de nos connaissances. Et en fait, c'est pour ça que c'est un bon partenaire pour nous kinésithérapeutes, cet outil. Du coup, toi, tu l'utilises sur chaque patient quasiment. Ben oui, moi du coup, ben, avec mes élèves un peu qui sont très très disparates, j'ai envie de dire oui, 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 j'utilise ben, tous les jours, et mes élèves viennent. Et je peux vous dire qu'elles n'ont pas envie de rater un cours, hein. Dès qu'elles sont indisponibles, elles cherchent un moyen de le rattraper. Il y a une vraie assiduité, et c'est ça qui fait, et ça fait partie des principes de la méthode Pilates, c'est l'assiduité. On ne peut pas faire mémoriser au corps un placement si on ne le répète pas dans différentes positions, dans différents mouvements du quotidien. Si c'est pour faire 1 heure de pilates dans la semaine et s'arrêter là, ça ne portera pas ses fruits, ça ne viendra pas s'ajouter à un confort corporel. Donc, du coup, un mouvement Pilates, finalement, tu vas pouvoir, par exemple, l'enseigner sur la table et après le décomposer en position assise, en position debout. Tu peux l'adapter partout finalement. Oui, alors c'est vrai que moi je travaille pas sur table, je travaille sur tapis. Ce qui déjà va permettre de conditionner mon patient ou mon élève à se placer sur un sol. Donc, on sait très bien que pour se placer sur le sol, il va falloir aussi ensuite en sortir. Et donc, ça va permettre de placer gentiment quelques petits conseils d'hygiène de vie sur la façon de se tourner sur le côté, mais en engageant le périnée, le transverse, la respiration, etc. Ça veut dire que voilà, ça c'est déjà pour le principe de base, c'est déjà intéressant pour le patient, c'est déjà lui rappeler des choses essentielles. Ensuite, comme on dit, on peut très bien travailler un mouvement en position allongée sur le dos, puis ensuite le faire travailler en position assise et ensuite le faire travailler en position debout. C'est toujours intéressant de replacer la personne dans la position dans laquelle elle est le plus souvent. Or, nous sommes souvent assis et debout et moins souvent couchés. Super. Donc du coup, c'est une méthode où ton patient va en tirer tout un tas de bénéfices, cette méthode finalement. Ben, j'ai envie de dire oui. En tout cas, c'est ce que les gens disent, hein. Alors, ce que je dis toujours à mes élèves et à mes patients, c'est que pour bien vivre, il faut garder avant tout l'équilibre, la mobilité et la force. Parce que si on commence à chuter, à un moment donné, on va avoir peur de bouger et en ayant peur de bouger, on va perdre la mobilité et parce qu'on perd la mobilité, on va perdre la force. Enfin, c'est toujours un schéma qui est un petit peu le même. On sait très bien que le vieillissement, de toute façon, nous fait perdre de la capacité et de la force musculaire, mais on a moyen de lutter contre tout ça à condition de se placer dans le mouvement. Donc, notre objectif, et ça c'est vraiment intéressant, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est le bien-être physique. Et ce bien-être physique, il va avoir un retentissement à la fois social. Moi, mes élèves, elles sont ravies. Elles me disent, par exemple, j'ai une élève qui a une sclérose en plaques, qui pratique le Pilate 1 fois par semaine en association avec moi. Et là, dernièrement, elle est venue me dire, ah, je pense à toi quand je me relève de mon canapé, parce que depuis que je fais du Pilate, j'ai beaucoup plus facile à me relever de mon canapé. Alors, elle n'a pas changé son canapé, mais elle a changé sa façon de se lever de son canapé. C'est super. Vas-y, chouette. Bon, je suis convaincue, hein, mais le but aussi, c'est de convaincre ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ne connaissent pas cette méthode. Alors, Christelle, toi, tu as un DU de périnéologie et l'autre jour, lorsqu'on discutait ensemble, tu parlais d'accompagnement, alors je cite, lombo-périnéo-abdominaux respiratoires et de guidance périnéale. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme tu l'as fait, tu peux nous expliquer comme tu me l'as expliqué la dernière fois, s'il te plaît?
Alors, pour moi, c'est vraiment c'est ma raison de travailler tout ce qui est la pelvipérinéologie. Tout simplement parce que quand j'ai commencé la pelvipérinéologie à 26 ans, c'était très structuré. C'est-à-dire qu'on disait à la femme, après avoir accouché, bon, vous allez aller faire de la rééducation périnéale, puis vous irez faire les abdos. Bon, donc les femmes avaient 10 séances de rééducation périnéale et 5 séances d'abdos. Voilà. Avec ça, elle venait ou elle venait pas, parce qu'on sait très bien qu'une femme qui a accouché est débordée, sa vie est bouleversée, et qu'avec tout ça, si elle ne sent pas de dysfonctionnement au niveau urinaire, elle ne voit pas l'intérêt de faire une rééducation, même sous les menaces d'éventuelles fuites à venir ou de prolapsus catastrophiques. Bon. Donc, de cette constatation, qu'est-ce qui se passait? Elle venait bon gré, mal gré faire quelques séances qui ne les motivaient pas spécialement. C'est pas très motivant une rééducation périnéale en soi si on n'a pas de soucis. On est d'accord. Et puis ensuite, les abdos passaient à la trappe parce que c'était fatigant et il y avait autre chose à faire. Ce que je peux comprendre. Donc moi, mon combat, il a été de dire, ben oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est réaliser un accompagnement. C'est-à-dire que la grossesse, c'est une période où il va y avoir des bouleversements de la posture. Mais c'est aussi une période où les femmes sont heureuses, parce que généralement, elles vont désirer cet enfant. Donc, c'est un moment qui va être une période, entre guillemets, avec beaucoup de bouleversements, à la fois physiques, sur le plan visuel, à la fois physique, sur le plan des sensations, à la fois émotionnel aussi, parce que, mine de rien, il y a toujours des petites phrases assassines qui sont dites par certaines personnes qui ne sont pas malveillantes et qui ont juste oublié que la femme est un peu plus sensible. Et donc, elles ont une période qui me semble une période bien choisie pour venir profiter d'un accompagnement. On va leur faire prendre conscience de leur bassin. De toute façon, pour accoucher, la libération du bassin est assez intéressante. On va libérer les hanches, on va faire prendre conscience du périnée, on va leur parler de leur transverse abdominale. Ça va se faire en douceur, ça va se faire avec un travail qui va consister à utiliser parfois du matériel, qui va s'adapter encore une fois à leurs conditions de fatigue. On va profiter de ces 3 trimestres pour, entre guillemets, les éduquer à venir profiter de cette période de grossesse pour se familiariser avec la grossesse, les changements du corps, le périnée, le transverse, la respiration. Et malgré tout, c'est une réelle préparation physique. Donc, quand elles vont accoucher, déjà, pour la plupart, en tout cas l'expérience que j'en ai, mais là je ne parle que de mon expérience, l'expérience des femmes qui m'ont fait confiance pour accompagner leur grossesse a toujours été des accouchements, je dirais, bien vécus, souvent sans atteinte périnéale, avec un travail au niveau respiratoire et au niveau de l'expulsion qui a été mieux vécu parce qu'un transverse qui est compétent pendant la grossesse et un transverse qui va rassembler le bébé contre la maman. Et donc, au moment de l'accouchement, ce côté un peu bébé contre la maman va faciliter le passage. Et rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, au long de la grossesse, ce bébé qui va être rassemblé près le corps de maman, ça va éviter tous les bébés qui ont l'impression, dont on a l'impression qu'ils tombent, de créer des grosses contraintes au niveau des charnières lombo-sacrées, des bassins. Et ça, tout ça, c'est important de pouvoir l'accompagner. À la récupération après l'accouchement, la femme va pouvoir tout de suite retravailler sa respiration, améliorer son drainage, retrouver aussi une position du bassin plus aisée, retravailler sa posture parce que dès qu'elle a accouché, la maman devient à nouveau avec un bébé dans les bras, avec plein de notions qui vont changer et beaucoup plus de port de charge. Vaste programme. Alors, Oui, Charles, ouais. Charles nous dit, comme tu parles beaucoup de périnéo, le Pilate est-il une méthode qui ne concerne que les femmes et en particulier les mamans et futures mamans? Attention Charles, Christelle est titulaire d'un DU de périnéologie, donc elle est bien cadrée avec
cette méthode? Alors, la bonne nouvelle, hein, c'est que je n'ai pas que des messieurs dans mes cours. Alors déjà, j'ai parlé de mes sportifs de haut niveau. Donc, effectivement, maintenant, je pars du principe que nous sommes tous dotés d'un périnée et que, hommes ou femmes, j'ai envie de dire, nous sommes tous concernés par le périnée, par le transverse abdominal, par le placement du bassin, par la respiration à l'effort. Donc, de toute façon, ce qui est assez génial, c'est que j'ai des messieurs aussi dans mes cours. Alors, c'est vrai que c'est souvent plus féminin quand même, parce que les femmes sont plus, comment vous dire, attirées par ce côté un peu plus gym peut-être, ou peut-être parce qu'il y a plus de people femmes qui pratiquent la méthode Pilates, même si on a eu des présidents qui pratiquaient la méthode Pilates il y a longtemps. Les All Blacks aussi pratiquent la méthode Pilates dans leur entraînement physique pour le rugby. Donc c'est quand même une technique qui vraiment, encore une fois, peut s'adapter aux exigences de chacun. Mais pour répondre à la question de Charles, donc moi j'ai des messieurs qui viennent faire des cours de pilates justement pour surtout lutter contre des enraidissements. Il y avait une étude qui avait été faite sur l'assouplissement des ischio-jambiers réalisé par un protocole d'exercice pilates et qui avait donc abouti à une certaine preuve que la méthode Pilates pouvait être bénéfique pour assouplir les ischio-jambiers. Voilà. Donc, pour nos sportifs de haut niveau et notamment nos rugbyman qui sont, disons-le, très musculaires, très globuleux, mais assez courts sur pattes, je dirais, ou des muscles qui sont assez rétrécis. En fait, c'est une méthode qui va nous permettre d'allonger le muscle quelque part, ou c'est du stretching? Oui. Alors, je vais juste vous aborder 2 secondes pour me reprendre un peu de lumière, si ça ne vous dérange pas. J'ai l'impression que là, sinon, je vais plus bientôt vous voir. Petite coupure d'électricité. Voilà. Désolée, ça fait partie du direct, c'est ça qu'on dit? Exactement. C'est bon, Christelle, tu m'entends? C'est mieux, oui. Donc, pardon, j'ai raté ta question. Je disais, finalement, c'est une méthode de stretching aussi, le Pilates? Alors, oui, c'est tout à fait. Ça peut être tout à fait assouplissant. Maintenant, au niveau des sportifs de haut niveau, moi, j'ai souvenir d'avoir pratiqué avec donc des sportifs de haut niveau, notamment, donc je disais, des footballeurs professionnels, et je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement souples. Ils sont beaucoup plus souples que ce que l'on peut imaginer, et justement, je pense que les All Blacks sont très souples aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils travaillent régulièrement. Alors, cet assouplissant, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant pour, j'ai envie de penser à un de mes élèves qui est dentiste et qui fait du foot. C'est sûr que lui, quand on regarde son extensibilité des disques jambiers, effectivement, on a envie de faire quelque chose pour lui. Mais les sportifs de haut niveau, étonnamment, j'ai été très surprise. Je pensais que j'allais retrouver des gens très raides et non, pas du tout. Ils ont vraiment une souplesse au niveau des membres inférieurs, en tout cas pour le foot, c'est sûr. Donc au contraire, ils sont très intéressés par venir compléter leur entraînement spécifique de leur spécificité, donc de leur travail, c'est-à-dire être joueur de foot professionnel. Ils sont très intéressés par ce complément avec la méthode Pilates pour prévenir les blessures. Donc, du coup, en fait, ça va être plus un complément. Alors, déjà, d'une part, au niveau du gainage, au niveau, du coup, des renforcements, donc, de la sangle abdominale et des muscles antérieurs et postérieurs des membres inférieurs. Donc, tu parlais également d'allongement musculaire type stretching, allongement de la colonne vertébrale aussi, alors, dans ces cas-là. Posture. C'est ça, oui, c'est ça. On va vraiment être travailler dans une espèce d'équilibre, en fait. C'est un équilibre, moi j'ai envie de dire, c'est un équilibre entre les muscles internes et la capacité des muscles externes. Je dis toujours à mes patientes et à mes élèves, en fait, le corps doit toujours être en équilibre. Et si la musculature externe doit travailler, il faut au préalable qu'elle soit conditionnée par un travail de la musculature interne. Tant qu'il y a équilibre entre les deux, et on le constate en périnée, il n'y a pas photo. Quand vous avez des gens qui viennent pour des fuites urinaires et que vous commencez à tester leur périnée, bien sûr, très souvent, il n'y a pas de dérouillage à l'effort, mais ce que l'on constate essentiellement aussi, et ça, parfois, on peut jouer les devins,
c'est que le transverse abdominal est incompétent. Il ne remplit pas son rôle de protection et donc les gens sont tellement déconditionnés dans leur respiration que le rôle propre du transverse étant expirateur, il n'est plus engagé spontanément. Physiologiquement, il est désengagé. Il se désengage aussi à cause de la constipation, il se désengage aussi à cause de l'activité physique intense, il se désengage aussi au 7e mois de grossesse. Donc à un moment donné, force est de constater que plus il sera remis dans la conscience de nos patients et de nos élèves, et meilleur ce sera au niveau du résultat. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater au cours de ma rééducation, c'est que les gens arrivaient en disant bah, c'est bon, j'ai des abdos, il n'y a pas de souci. Et finalement, quand je les engageais sur cette méthode Pilates, ils se rendaient compte que non, ils n'avaient pas d'abdominaux, ils n'étaient pas capables de maintenir une position parce que leur transverse, justement, n'était pas engagé, comme tu dis. Et surtout, je ne sais pas si c'est le cas avec toi, ils ne savaient pas respirer. C'est ça, tout à fait. Alors, encore une fois, hein, dans notre culture, on n'a pas cette logique de respiration. J'ai envie de dire, on est un petit peu dans une logique, ça passe ou ça casse, et si ça passe pas, on force. Donc il y a une méconnaissance du corps, il y a une méconnaissance de sa relation au corps qui fait à un moment donné que malheureusement, les gens le disent hein, par eux-mêmes. Ils disent oh mais moi je sais pas respirer. Mm. Voilà. Et j'aime bien leur donner l'image de la cocotte minute. Je leur dis en fait que notre abdomen est comme une cocotte minute. Alors je les donne toujours des images un petit peu vieillotte peut-être, mais bon, voilà. Une cocotte minute, il y a la petite soupape de sécurité qui est censée toujours réguler la pression à l'intérieur de la cocotte. Et j'explique à mes patientes, surtout en périnéo, que en fait, quand elles bloquent leur respiration, la pression qui est à l'intérieur de la cocotte minute, il faut absolument qu'elle trouve une issue de sortie. Donc, elle peut s'exprimer vers le bas et créer des problèmes de dysfonctionnement urinaire. Elle peut s'exprimer vers l'avant et créer éventuellement des éventrations ou des hernies. Elle peut s'exprimer vers l'arrière en suivant la posture qui est engagée à ce moment-là et donc favoriser une hernie discale. Donc, vous voyez, c'est toujours en lien avec un complexe pelvien parce qu'il faut avoir le placement du bassin juste, lombaire, bien sûr, périnéal, abdominal et respiratoire. Vaste programme. Passionnant. Oui, convaincue. J'ai une petite question de Julia qui revient sur les cours que tu donnes au sein de ton cabinet et qui me demande est-ce que tu crées différents créneaux horaires avec différents niveaux des personnes ou tu mélanges des personnes de différents niveaux? Alors, j'ai résolu le problème des niveaux très simplement parce qu'effectivement, au début, j'avais des cours débutants, des cours intermédiaires et des cours avancés. Le problème, si vous voulez, c'est que dès qu'on commence à mettre en place un cours débutant, la seule envie de la personne, c'est de dire quand est-ce que je passe en cours intermédiaire. Et c'était pas ma priorité à moi. Donc maintenant, j'ai fait des groupes de jours et d'heures qui fait qu'en fait, j'ai réussi comme ça à rassembler petit à petit les élèves d'un certain niveau. Donc, pour faire un exemple, le lundi à 12h30, j'ai des femmes qui ont entre 40 ans et 50 ans. Et j'ai un niveau avancé. Des femmes qui font du pilates avec moi depuis à peu près 8 ans et qui ont un niveau avancé. Le jeudi à 11h30, ce sont toutes mes petites mamies et mes petites mamies, elles sont très bien et elles évoluent ensemble. Donc j'ai créé la disponibilité par rapport aussi de mes cours, par rapport à la disponibilité de mes élèves. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des cours tout niveau. J'ai un cours avancé, c'est le lundi à 12h30, et sinon, ce sont des cours de pilates tout niveau. Et comme ça, après, c'est à moi, en fait, d'orienter en fonction du niveau de la personne, j'oriente la personne vers un côté ou vers l'autre. D'accord. Et Christelle, généralement, ça vraiment passe bien. ça se passe bien. Je t'interromps un tout petit moment parce qu'a priori, la lumière, elle n'est pas géniale chez toi. Est-ce que tu peux Ouais. faire quelque chose ou pas? Il faut que je vous quitte. Alors, 2 secondes. Donc, du coup, alors pour donner quelques petites précisions, donc, le Pilate qu'on dénomme donc le mat work, donc travail sur tapis, il y a différents niveaux. Donc, il y a le hop, ah, c'est bien, ah, c'est génial. Ah, voilà, super. C'est bon? Eh ben, c'est top.
Du coup, j'essaie d'expliquer ce qu'étaient en fait les niveaux intermédiaires, etc. Donc, j'allais partir sur le Mathwork 1, 2 et 3. Est-ce que tu peux, du coup, comme tu es notre super formatrice là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu appelles niveau intermédiaire, avancé, tout ça, s'il te plaît? Alors, les 16 premiers mouvements, on va les découvrir dans le niveau Mathwork 1. Donc, c'est là aussi qu'on va découvrir les référentiels, les principes de la méthode Pilates, toutes ces bases, en fait, qui vont nous permettre, dès que l'on va avoir acquis ce niveau-là de pratique, donc de formation, qui dure 4 jours, ce niveau-là va nous permettre d'enseigner tout de suite. D'accord? Une Et méthode ce sont pratique, c'est-à-dire que tu fais ta formation et dès le lendemain, toc, t'enseignes, tu peux enseigner le Pilate, ou tout du moins, peut-être pas l'enseigner, mais en fait le mettre en pratique à ton cabinet. Ah Pour oui, tout oui, oui. dont Et, nous et avons c'est parlé tout à l'heure. Oui, oui, et c'est ce qu'il faut faire absolument. C'est-à-dire qu'il faut absolument se jeter dans l'eau et y aller. Parce qu'on apprend de notre pratique. Ça, c'est sûr. Le deuxième niveau, c'est une reprise donc des niveaux du Mathwork 1 avec leur évolution. Et on rajoute 10 nouveaux mouvements. Donc, il faut savoir que le niveau 2, le Mathwork 2, en fait, c'est déjà un niveau qui est beaucoup plus engageant au niveau du centre, au niveau des contractions des muscles profonds, et que il est bon de bien maîtriser le Mathwork 1 avant de commencer à se lancer dans la formation Mathwork 2, même si au niveau kinésithérapique, je dois avouer qu'elle me semble essentielle pour nous kinés, parce qu'avec nos jeunes sportifs et les sportifs de haut niveau, on a quand même besoin de ce niveau Mathwork 2. Le Mathwork 3, c'est ce qu'on appelle anciennement le niveau avancé. C'est vraiment une progression, bien sûr, de ces mouvements déjà vus, mais aussi encore d'autres mouvements, ce qui fait qu'à un moment donné, un cours de pilates peut avoir jusqu'à 35 mouvements dans une heure. Ça demande vraiment, bien sûr, de maîtriser les autres mouvements. Et c'est pour ça, en fait, que dans la méthode Pilates, on nomme les exercices, on connaît le début du mouvement, l'aboutissement du mouvement. C'est vraiment un travail centré sur la présence à l'exercice, enfin au mouvement, en réalité. D'accord. Alors le Pilate, du coup, donc toi, tu disais que tu avais un Gravity à ton cabinet. Est-ce que tu as besoin, alors hormis évidemment les tapis, est-ce que tu as besoin de beaucoup de matériel pour le mettre en pratique tout de suite ou tout de suite tu peux le faire comme ça, juste avec un tapis? Alors, euh, j'ai envie de dire un tapis, oui. Maintenant, nous, en kinésithérapie, c'est différent parce que nous avons des gens qui ont des restrictions de mobilité. Nous avons des gens qui ont des proprioceptions corporelles parfois déficientes, des gens qui ont des peurs, des gens qui ont des douleurs. Et donc, moi, je conseille d'avoir avec le tapis toujours un élastique qui peut s'acheter de façon très simple et peu onéreuse, et toujours aussi un petit ballon paille. Voilà. Je pense que c'est un minimum d'outils pour nous, kinésithérapeutes, pour faciliter, parce que nous allons pouvoir être facilitateurs de l'apprentissage et de l'acquisition des différents mouvements proposés en Mathwork 1, et que dès lors que l'on a ces petits outils complémentaires, je vous assure, ça change la vie déjà du Mathwork 1. Je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est la réalité de notre profession. Et à un moment donné, il faut quand même, je suis désolée, il faut quand même qu'on ait ce côté, qu'on reste thérapeute. Et avec une résistance, j'ai envie de dire, émotionnelle par la peur d'une douleur, permettre la réalisation d'un mouvement en chantant un peu l'activité d'un psoas ou en permettant une mobilité, je suis désolée, mais c'est du temps gagné, c'est de la confiance gagnée, et donc, c'est génial. Ouais, c'est une véritable psychologie quelque part le Pilate pour ces gens-là parce que du coup ils retrouvent des sensations qu'ils avaient perdues ou parce que justement ils étaient très très douloureux.
Et du coup, ça leur fait gagner en confiance parce qu'ils sont capables de recréer le mouvement qui était douloureux quelque part. Plus toutes les barrières des croyances qu'il faut faire sauter, du style oh ce mouvement-là, j'y arriverai jamais. Donc ça fait partie des croyances, ça fait partie des barrières aussi du mental qu'il faudra faire sauter. Et ça peut se faire. Finalement assidu, ce mouvement-là, on va pouvoir y arriver. Est-ce que tu es d'accord? Ah, complètement. Donc, on n'a pas de... Non, Charles qui fait une petite blague. Non, tu n'as rien loupé, Charles, t'inquiète pas. Christelle, donc toi, est-ce que tu as développé d'autres annexes avec cette d'autres activités annexes avec cette méthode Pilates? Parce que tu nous as parlé donc de ta pratique au cabinet avec ton Gravity. Tu as parlé de tes cours Pilates avec tes 7 ou 8 élèves. Est-ce que tu fais autre chose grâce à cette méthode Pilates? Est-ce que tu as développé autre chose avec cette méthode Pilates? Alors, comme je suis très curieuse et que en fait, quand je me suis inscrite à la formation Pilates, je me suis inscrite à tout ce qui existait en formation Pilates au moment où moi je l'ai faite il y a 10 ans. Et j'aime beaucoup aller au fond des choses. Et quand j'ai appris que le Pilates était aussi en lien avec le Qigong, tiré de mouvements du Qigong et de yoga, j'ai eu envie d'aller visiter un petit peu ces autres cultures. Et donc, je suis allée me former. Je suis donc aussi professeure de Qigong thérapeutique. J'ai fait ma formation à Nancy pendant 2 ans, un week-end par mois. Et j'ai fait aussi une autre formation qui m'intéressait et qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai fait la formation de Madame de Gasquet, qui est la formation du yoga en de Gasquet. Et donc, en association, j'ai créé un cours qui se nomme Kinégym, parce que j'avais été initiatrice des cours de pilates dans cette association, mais comme j'avais dû arrêter pour des problèmes d'emploi du temps, le cours a été repris par un coach sportif très compétent d'ailleurs, qui est vraiment, il y a des très très bons coachs sportifs qui pratiquent la méthode et qui enseignent la méthode pilates. Et du coup, on m'a vraiment demandé de revenir et donc j'ai dû créer quelque chose et donc j'ai créé la kinégym. Donc une heure de cours qui commence par un travail de mouvement Qigong. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un travail en position debout. Et puis ensuite, on travaille un petit peu dans tout ce qui est postural avec la technique de Madame de Gasquet. Et je termine par mon petit côté fétiche par le Pilates. Alors du coup, j'ai une question d'Anthony qui me demande, entre Qigong et Pilates, quel est le mieux selon toi? Alors j'ai envie de dire que je ne me permettrai pas de juger parce que effectivement ce sont deux choses complètement différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent, notamment je ne sais pas si Anthony tu pratiques déjà le Pilates en tant qu'enseignant ou pas, mais notamment il y a des mouvements, notamment le rolling like a ball. Pour ceux à qui ça parle, qui sont formés en Pilates, c'est un mouvement que l'on retrouve en Pilates, qui est un travail de renforcement des muscles abdominaux profonds et aussi de mobilité de la colonne, et qu'on retrouve en Qigong, qui est un travail très puissant pour stimuler les méridiens reins et vessie, et donc qui redonne une énergie en Qigong thérapeutique. Donc pour moi, c'était important de faire le lien entre des mouvements que j'avais appris en Pilates, qui pouvaient être tirés du Qigong, et aller visiter un petit peu ces mouvements pour leur autre attrait, notamment celui qui est énergétique, en sachant quand même que j'avais une patiente qui avait fait un mémoire sur l'impact de la respiration sur la dépression. Et il y a une réelle corrélation entre les troubles respiratoires, des respirations incomplètes, et la prédisposition à la dépression. Donc, c'est aussi en cela que je trouve que le Qigong est très intéressant, complémentaire. Pour moi, c'est difficile parfois de ne pas profiter d'un outil et de ne pas l'associer à un autre. Mais voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Anthony. Je sais pas. Je pense que oui. Alors du coup, ça me permet d'en venir parce que
Il y a Frédéric qui demandait dans quelle heure doit-on ou peut-on faire la formation matin puis 2 ou on peut commencer tout de suite par la 2. Alors non, Frédéric, et effectivement, Cathy t'a répondu. Tu es obligé de passer par le Mathwork 1 qui va t'enseigner donc les bases et les fondamentaux, les référentiels. Anthony te remercie pour ta réponse. Donc Mathwork 1 qui enseigne donc les bases et les référentiels de toute la technique Pilates pour le Mathwork 1. Et tu ne pourras pas accéder au Mathwork 2 sans avoir ces bases Mathwork 1 puisque finalement le Mathwork 2 c'est une progression du Math 1 qui reprend finalement les derniers exercices des 16 mouvements Mathwork 1 qui vont être enrichis, donc du coup un peu plus complexe. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Christelle? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et puis, j'ai envie de dire, surtout ne soyons pas pressés, précipités. C'est vrai que souvent, quand on regarde des exercices pilates, même dans un livre ou autre, on voit tout de suite des exercices avec du relevé de buste, avec des segments qui sont allongés, etc. Et donc qui mettent en charge encore plus les muscles profonds. Je pense qu'il y a un temps pour tout et moi j'aime beaucoup revenir sur des exercices de Mathwork 1, même avec des élèves qui sont là depuis plusieurs années, parce qu'à chaque fois on redécouvre le mouvement. On ressent à nouveau quelque chose qu'on n'avait pas pu sentir. On retrouve une facilitation au mouvement. On acquiert à chaque fois quelque chose de différent. Et c'est toujours enrichissant, vraiment. Donc Fred qui me demande si on peut le pratiquer dès le lendemain. Ah oui, 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 oui. Moi, encore une fois, le premier week-end se termine. Le premier week-end, il y en a deux. Il y Le en a deux. premier week-end se termine et je dis à mes collègues ou mes collègues kinés qui sont avec moi, je leur dis, mais surtout, surtout, faites votre expérience, expérimentez, pratiquez, osez. Vraiment, il n'y a vraiment que ça qui va vous permettre de vous enrichir personnellement, professionnellement et qui va commencer à vous permettre de valider cette méthode. Alors Mariotte, je ne t'avais pas oublié, pardon. Et donc Mariotte qui demandait, alors elle pratique le Pilate en cours privé et elle utilise cette méthode dans ses séances de kiné. Alors selon toi, quels sont les plus de la formation? Elle dit également que, donc voilà, effectivement, comme on t'a dit, le Mathwork 1 reprend les bases de cette formation, de cette méthode Pilate. Donc vous êtes très nombreux effectivement à l'utiliser en séance. Et est-ce que si tu n'as pas fait la formation spécifique donc de ce Mathwork, est-ce que tu peux être dangereux pour tes patients? Alors, je vais être anecdotique et je vais parler de mon cas personnel. Quand j'ai commencé à découvrir le Pilate, alors je vais pas citer, je vais pas faire de la pub pour l'organisme où j'étais abonnée pour acheter un livre par mois, mais je pense que vous avez compris. Et donc la première fois que j'ai découvert le Pilate, j'avais acheté un livre sur le Pilate et je me suis dit, oh, toi, t'es kiné, elle est un peu que je flatte mon ego quand même, et Ah je me ouais. suis dit, toi t'es kiné, donc toi, ce truc-là, il a l'air intéressant. Tu vas lire le livre et puis après, hop, banco, tu vas. Ce livre, il est resté 3 ans dans ma bibliothèque. Oui, bien sûr, je l'avais lu, c'est sûr, mais Et je puis ne là, l'avais pas vécu dans mon corps. Alors, bien entendu, la formation, moi, m'a permis effectivement de vivre le pilates dans mon corps. Dans le cas présent, pour toi, c'est un peu différent. Excuse-moi si je tutoie, entre collègues, j'ai un peu l'habitude de tutoyer. C'est un peu différent parce que tu pratiques, mais tu pratiques avec ton propre corps. Et tu pratiques en coaching. Donc, c'est exactement ce que l'on vit nous quand on fait un traitement kiné, c'est qu'en fait, on fait du one-to-one, on est d'accord. On est 30 minutes avec notre patient et on va pendant ces 30 minutes-là focaliser sur le patient. Si tu veux travailler un exercice spécifique et que tu t'en souviens parce que tu l'as pratiqué dans ton propre corps, tu vas essayer peut-être de le mettre en pratique avec ton patient. Si ça marche, c'est très bien. Mais si tu te trouves en difficulté, tu n'auras pas toute la stratégie, tous les accompagnements possibles d'une formation. Une formation, ça va permettre d'ouvrir aussi à d'autres questionnements, d'autres collègues, d'autres corps que tu vas voir en mouvement pendant la formation, qui vont parfois être en difficulté sur certains mouvements, là où toi, tu n'y seras pas. Et cette formation, elle va te permettre d'aiguiser ton regard, d'aiguiser tes compétences, surtout de mettre en place des stratégies et en même temps d'organiser des cours collectifs. Si tu as l'habitude du one-to-one, en cours collectif, si tu veux, il y a des choses à respecter, il y a des structures à respecter. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire, ça va te permettre d'acquérir une vraie compétence
de professeurs, de thérapeutes Pilates. Alors, je dirais même plus, Maintenant, pardon, pardon, c'est faire la c'est juste formation. un avis. Oui, que je partage, puisque j'estime que pendant les formations, justement, tu as ce moment de partage et d'échange avec d'autres kinés qui viennent là pour ou se performer en pilates ou pour découvrir le pilates. Et justement, ça te permet de mettre tous les petits détails de la pratique, en fait, de cette technique pilates. Alors, Fred nous demande combien de temps entre un maths 1 et maths 2 selon toi? Il pose des questions pièges, c'est très bien. Je te rappelle, Euh, tu n'as pas fini la formation Mathwork 1, Fred. alors, bon, je crois qu'en fait, ça va dépendre un petit peu, ben déjà de notre propre capacité physique. Parce que d'abord, avant de pouvoir être un bon enseignant, il faut être un bon pratiquant. Voilà. Je vais être un peu cash et un petit peu peut-être un petit peu brut, hein, mais je crois que on ne peut enseigner correctement aux gens que ce que l'on pratique correctement soi-même. Voilà. Ça, c'est un peu mon côté un peu vache, mais je suis sincère quand je dis ça. Ça Alors veut attends, dire que je te coupe deux oui, secondes. En fait, la méthode Pilates, ça reste une méthode qui est extrêmement précise. Et donc, comme le dit Christelle, il ne peut pas y avoir d'approximatif parce que justement, c'est une méthode qui nous permet d'être infra-douloureux ou non douloureux. S'il y a quelqu'un qui a enfin, si votre patient a une douleur, c'est que vous n'appliquez pas bien la méthode. C'est pour ça que enfin voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Je te laisse. tout à fait. Et donc, c'est en ça, d'ailleurs, de toute façon, pour rebondir sur ce que tu dis, Bérangère, il est hors de question, à aucun moment que cela soit, que le patient ait une douleur pendant un travail en pilates. Sinon, c'est le mouvement n'est Si, pas adapté, c'est mal fait. c'est ça. C'est qu'on n'a pas su, alors à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il faut toujours, moi je travaille en collaboration avec mes patients, parce que je ne peux pas sentir ce qu'ils sentent, et je leur dis toujours, attention, si on est bien d'accord que personne ne ressent de douleur. Mettre tout de suite à l'aise. La réalité, c'est que bien entendu, c'est à moi d'aller trouver la solution pour pouvoir permettre une réalisation soit partielle, soit totale du mouvement en toute sécurité pour mon patient ou mon élève. Donc, c'est de ma responsabilité que le patient n'ait pas de douleur. Voilà. Donc ça, c'est donc il faut répéter, il faut engager, etc. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Par rapport au Mathwork 2, voilà, donc j'ai envie de dire, ça dépend effectivement déjà de son propre corps. Il faut déjà être à l'aise avec son propre corps et son propre Math 1 avant de vouloir faire du Math 2. Mais parfois, c'est pas si simple. On a des pressions qui viennent parce qu'on a des élèves ou des patients qui peuvent être des sportifs de haut niveau et qui ont des exigences physiques et qui ont des capacités physiques. Je pense à des danseuses qui sont très souples, qui ont des capacités qui font qu'on est un petit peu pressé. Donc à ce moment-là, c'est bien d'aller le faire. Alors, il faut, je pense, quand même quelques mois de pratique, mais j'ai envie de dire, on peut se lancer. On peut se lancer, mais en acceptant qu'on aura un gros travail à faire sur nous, parce que je rappelle que le professeur est le modèle. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup besoin du visuel pour acquérir des mouvements, et s'ils n'ont pas la capacité de vous voir réaliser un mouvement parfait, ils ne pourront pas s'approprier et mémoriser un mouvement. Il faut savoir que les différentes portes d'entrée peuvent être le visuel, l'auditif, mais aussi le kinesthésique. Et en fonction du patient ou de nos élèves, certains vont être plus visuels, d'autres vont être plus kinesthésiques, d'autres vont être plus auditifs. Mais pour ceux qui sont visuels, si vous leur décrivez un mouvement sans être dans la capacité de leur montrer le mouvement le plus parfait possible, on est d'accord qu'on fait tous du mieux qu'on peut, d'accord? Alors à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est pas juste. Alors, du coup, c'est Virginie qui rebondit un petit peu sur toi parce que tu parlais justement de danseuses qui ont une perception, une connaissance de leur corps qui est quand même largement supérieure aux nôtres, même si nous sommes kinés. Du coup, est-ce que par exemple le Mathwork 3 a un intérêt au cabinet et est-ce que c'est pas un niveau de difficulté trop difficile pour ces patients-là? Alors, Question. je vais juste repréciser pour les danseuses. Ce que l'on a souvent comme souci avec les danseuses qui se blessent et qui ont des douleurs de dos, c'est qu'effectivement, elles sont très très souples, mais au niveau de la proprioception corporelle, parfois, elles n'ont pas tout à fait les ressentis justes. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être tellement dans l'allongement que j'ai envie de dire,
le trop est l'ennemi du bien. Donc, le trop d'allongement va créer un engagement et elles ont un gainage tellement euh, précis et tellement fort qu'elles vont perdre la dissociation entre le transverse dans sa partie basse, qui est essentiel pour nous, et le gainage global de l'abdomen qui va jusqu'à faire une perturbation de la respiration. D'accord? Et ça, si vous voulez, ça c'est pour la danseuse. Ça veut dire que la danseuse, elle a beaucoup à apprendre, rien que dans les niveaux, j'ai envie de dire, matwork 1, matwork 2. Maintenant, le matwork 3, moi, je l'ai fait, je l'ai passé. Très sincèrement, j'ai des élèves qui le pratiquent, hein, pas tous les mouvements, mais j'ai envie de dire, si on travaille avec des gens qui ont des niveaux élevés et dont des danseuses, de toute façon, il faudra qu'elles passent par le matwork 1, il faudra qu'elles passent par le matwork 2. On ne pourra pas de toute façon les engager dans des mouvements de matwork 3 parce qu'elles ont plein de choses à percevoir et à ressentir. Et j'ai envie de dire, le matwork 3, il aura le temps de venir, vraiment, il aura le temps. Super. Alors, il y a Virginie, et tout un tas de questions qui arrivent, c'est super. Virginie qui demande qu'apporte la formation one-to-one, puisqu'en tant que kiné, nous enseignons déjà au cas par cas le Pilate, la méthode Pilate. Alors, le one-to-one, c'est effectivement, ça fait penser à ce que l'on peut pratiquer, nous, en cabinet. Maintenant, là où ça peut être intéressant, et là, Bérangère, je te demanderai de m'appuyer ou au contraire, de m'enfoncer si je me trompe. Il y a quand même une notion dans le one-to-one de coaching plutôt sportif, plutôt en lien avec des spécificités de l'activité physique. Et c'est en cela que je pense que ça peut être intéressant si on a envie de développer ce côté un peu coaching de spécifique de l'activité, de certaines activités physiques. Alors, Bérangère, si je me trompe, là en revanche, Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes évidemment avec notre patient, nous faisons le bilan. Donc, de ce bilan-là, on va adapter les exercices Pilates et parmi tout le catalogue d'exercices Pilates qu'on peut avoir, on va aller chercher l'exercice qui va être le plus adapté au patient. Et effectivement, cette notion de one-to-one, c'est du coaching qu'on n'a jamais eu en enseignement à l'école et que si on ne fait pas des cours Pilates en cours privé ou particulier, on n'a pas. Et donc, c'est tout ce petit truc à côté, comme disait justement Christelle, le one-to-one est assez intéressant et assez différent finalement de la rééducation que l'on pratique au cabinet. T'es d'accord? oui, 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 Ouais. oui, pour moi, c'était ça. Alors, comme nous sommes kinés, est-ce qu'il y a des exercices à bannir pour un pratiquant ayant une hernie discale en pilates? Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, nous savons que les hernies discales peuvent être différentes les unes des autres, hein, déjà. Et puis, il y a aussi, de toute façon, le patient. Le patient, sa mobilité, sa douleur, donc le bilan qu'on va pouvoir faire. Alors, j'ai envie de dire, si je prends les exercices de base du Mathwork 1, je ne sais pas si la personne qui me pose la question est formée, mais normalement, dans les formations, on en parle un petit peu. On dit attention, cet exercice-là, on va essayer de l'éviter, etc. J'ai envie de dire que de première intention, moi, je vais travailler surtout les mouvements qui vont être stabilisateurs du bassin, stabilisateurs et qui allongent la colonne. Et je vais surtout renforcer les abdominaux profonds. Donc c'est sûr qu'il y a des exercices dont je ne vais pas me servir. Par exemple, pour donner un exercice dont je ne vais pas me servir dans ce travail, c'est le rolling like a ball, justement, pour ceux qui sont avec moi. Donc effectivement, ce mouvement-là, il n'est pas judicieux de le mettre en pratique au début. Maintenant, par expérience aussi, pour avoir eu des gens qui avaient des hernies discales, à partir du moment où ils commencent à être vraiment stables, où ils ont un engagement profond, qu'ils maîtrisent les référentiels et les principes pilates, j'ai envie de dire, après, c'est la relation au patient. C'est est-ce que je sens mon patient ou mon élève prêt à, ou est-ce que je bannis ce mouvement? Alors, personnellement, j'ai envie de dire,
Moi, j'ai une élève là qui a une hernie discale, qui est venue faire du pilates parce qu'elle avait une hernie discale, qui aujourd'hui est enceinte de 4 mois. C'est évident que là, en ce moment, elle est en restriction sur le plan de ses mouvements parce qu'on est en train de retravailler plutôt l'adaptation de sa grossesse. Mais j'ai envie de dire, à un moment donné, elle devient tout aussi forte dans sa pratique grâce à son entraînement et grâce à sa mémoire procédurale. Et j'ai envie de dire, si c'est une femme jeune, si c'est une femme qui n'a pas d'autres pathologies, je crois que c'est à nous, avec nos compétences et notre expertise kinésithérapie, de savoir ce que l'on peut faire ou pas avec notre patient. Alors, j'essaye pas de noyer le poisson, hein, on est d'accord, mais c'est très difficile de donner des recettes ou de mettre dans des tiroirs. Et je sais pas faire ça dans ma pratique professionnelle, donc du coup, j'ai pas envie de faire ça ce soir. Oui, donc la méthode Pilates n'est pas un livre de recettes. Ça, on pourrait le croire, mais non, pas du tout. C'est quelque chose qui va être vraiment adapté à nos patients. Et Fred disait, pour la hernie discale, certains exercices ressemblent à l'approche Mackenzie. Est-ce que tu Ah es oui, d'accord? oui, 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 on a, alors tout à fait, d'ailleurs, l'approche McKenzie qui est aussi une méthode, et c'est en cela que c'est intéressant, les méthodes. D'abord parce que je suis toujours très respectueuse des gens qui créent des méthodes. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Après, une méthode, je dis toujours, pour moi, c'est un outil. Un outil qui, effectivement, nous demande de le maîtriser parfaitement si on veut ensuite pouvoir se l'approprier et en faire du bon travail. Ça veut dire que dans la méthode Mackenzie, effectivement, ils ont des extensions lombaires, ils ont des extensions dorsales. Alors après, on n'est pas tout à fait sur la même pratique, mais néanmoins, on est dans cette mobilité en extension, hein, il n'y a pas de souci. Super. Alors, je regarde parce qu'il y a quelques questions qui sont tombées. Alors, on est plus sur du technique. Charles qui demande, donc qui a priori est intéressé pour faire les formations Pilates, n'est-ce pas Charles? Il a vu qu'il existait plusieurs types de Pilates, du coup plein de formations différentes, et il aimerait bien s'inscrire dans une formation pour pratiquer en cabinet, mais comment choisir? Quelle formation choisir? Alors, j'ai envie de dire, effectivement, on a beaucoup de propositions de formation. Euh, c'est très bien, c'est très riche. De toute façon, Joseph n'avait pas déposé son brevet. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que en ce qui nous concerne, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais je vais juste expliquer pourquoi, pour moi, cette formation, elle est sérieuse. D'abord parce que les gens qui travaillent dans cet organisme de formation, qui est donc CNFK, mais qui est aussi LeaderFit, hein, parce que les deux sont liés à un moment donné, euh, ce sont des professionnels de santé. Donc déjà, vous allez avoir une formation CNFK avec des kinésithérapeutes. Vous pouvez aussi avoir des gens qui sont coachs, mais de toute façon, on travaille main dans la main. Ensuite, il faut savoir que celle qui est proposée, le Matchwork 1, il est proposé sur 4 jours. Parce que, au départ, vous avez eu un diplôme d'État de master kinésithérapeute, qui vous a pris minimum 3 ans, voire 4 ans, voire peut-être plus si vous avez eu la chance de passer par la PACET. Donc, ça veut dire que ce diplôme, il a une reconnaissance, il a une valeur, et qu'avec cette valeur et cette compétence que l'on vous a définitivement octroyée, hein, on vous a donné le droit d'exercer votre profession, je pense que vous avez tous les moyens physiologiques, anatomiques, biomécaniques, thérapeutiques, qui vous permettent de suivre une formation en 4 jours et ensuite de pratiquer la méthode Pilates. Je pense que notre œil est suffisamment aguerri dans l'observation pour pouvoir aussi, avec notre niveau de compétence et nos connaissances et notre expérience professionnelle, pouvoir juger de ce qui est bon pour nos patients en fonction des bilans, des contre-indications, des adaptations. Je vais en citer une quand même dont on n'a pas parlé. Je parlerai du spondylolisthésie ou de l'antélisthésie. Et juste pour finir, Bérangère, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, Allez. Par exemple, pour un mouvement qui est un mouvement d'enroulé de bassin pour monter dans le shoulder bridge. Shoulder bridge, pour ceux qui pratiquent, pour ceux qui pratiquent pas, c'est un mouvement où on fait comme un demi-pont. Et ben, ce mouvement-là, avec mes patients, je vais, pour ne pas créer de douleur, travailler sur une stabilisation en position neutre de bassin. Et je vais monter dans ce neutre de bassin. Et je ne vais travailler que la descente. Et là, mes patientes n'ont plus de douleur. Et comme elles n'ont plus de douleur, elles peuvent s'approprier et à engager la mémoire de ce mouvement.
À la fin de chaque mouvement, on prend un temps pour relâcher le périnée, on prend un temps pour relâcher la respiration et que le corps mémorise, que cela infuse au niveau du corps. Ok, bah, c'est oui, merci. Justement, tu parlais de périnée et Fred, qui de façon, c'est une question piège encore, hein, parce qu'il y a plein de questions pièges ce soir, là, je vois. Y aura-t-il une formation Pilates orientée périnée? Alors, c'est une excellente question. C'est une Oui. excellente question. Alors effectivement, nous sommes. Alors moi, je suis personnellement très motivée pour travailler sur le périnée, le pilates et la périnatalité. Le projet est dans ma tête depuis déjà un bon moment. C'est un peu comme une grossesse. Il va falloir que ça se passe trimestre après trimestre et je pense que le bébé sera assez intéressant. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de bien, bien chouette. Et oui, oui, j'espère que oui, très prochainement. Alors, c'est comme tout, hein, il faut prendre le temps des choses pour qu'elles soient bien faites. Mais très prochainement, il y a une proposition qui va voir le jour. Voilà. Cathy, je ne t'ai pas oublié, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'elle pose la question, et elle demandait, parce que tu parlais donc de cours de pilates, et elle voulait savoir une idée. Alors, même si les tarifs varient en fonction de la ville, la région d'exercice, est-il possible d'avoir une idée du prix demandé pour des cours de 7 personnes? Alors moi, je vais être cash, hein, j'ai rien à cacher, en vrai. C'est tellement vrai que c'est inscrit sur mon site internet, donc je vais pas mentir. Mes cours de pilates sont à donc un abonnement de 30 cours pour une année qui commence au 1er septembre et qui se termine fin juin. Et je demande 560 € pour l'année. Donc il y a à peu près entre 30 et 35 cours en fonction des jours fériés et qui sont donnés, ce qui fait un cours, je crois, à 16 € quelque chose, ou ça fait 18 € si c'est 30 cours, et ça fait donc, si c'est 35 cours, ça fait à peu près 16 €. Alors, à savoir qu'autour de moi, j'ai des gens qui pratiquent à la carte. C'est pas j'ai essayé ça, je l'ai fait, mais je trouve que les patients et les élèves sont moins engagés. En fait, ils viennent un petit peu quand ils veulent, et puis quand ils n'ont pas envie, ils viennent pas. Et puis à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont pris une carte de 10 séances et qu'on est au mois de mai et qu'il faudrait les finir avant fin juin. Et Donc au puis, niveau du groupe, c'est très perturbant. même, j'imagine qu'ils ne progressent pas de la même façon s'ils ne viennent pas de façon régulière, puisqu'il n'y a pas cette assiduité. Et comme on dit en pilates, il y a quand même une notion d'assiduité pour pouvoir progresser dans les divers exercices qui sont extrêmement variés. Bien sûr. Donc, et là, donc, tes cours sont, c'est 7-8 personnes à chaque fois que tu prends, toi? Oui, c'est ça. Mes cours sont complets. J'ai des élèves aujourd'hui, enfin des gens qui me mettent déjà des mails pour me demander s'ils peuvent déjà s'inscrire pour septembre. Oui, voilà, c'est chouette. Alors ils viennent faire une séance d'essai, et quand ils viennent faire une séance d'essai et qu'après ils s'engagent à l'année, cette séance est gratuite. Ils ont toujours la possibilité de venir rattraper un cours s'ils sont absents, et puis ça se passe très très bien. Moi j'ai un petit système de cahier. En revanche, je demande toujours un certificat médical en début d'année. C'est important que les médecins soient au courant de ce que font comme pratique physique leurs patients ou leurs patients. D'accord. Ouais, certificat médical, oui. Donc, et surtout en plus, même pour tout ce qui est périnée aussi, pour tes femmes enceintes que tu vois en préparatoire, en fait, femmes enceintes. Oui, ça c'est encore différent parce que là, je leur donne une petite feuille où j'ai préparé à chaque visite gynécologique une petite signature qui va rester dans le carnet de grossesse afin que le gynéco soit toujours informé que la dame est en pilate avec moi, en sachant que la règle de base et qui est essentielle, c'est en pilate, jamais de contraction utérine. Voilà. Et je n'en ai jamais eu. Et je peux vous le dire parce que avec certitude, depuis les 8 ans que j'ai eu et avec des nombreuses femmes enceintes, dans mes cours de pilates, je n'ai jamais eu une femme qui a eu des contractions utérines. Bon, bah C'est c'est quand même assez révélateur de l'impact que ça a aussi sur l'abdomen. tout à fait. Alors, je crois qu'en fait, on va arriver pas à échéance puisque c'est encore très vaste, mais il est l'heure pour certains de rentrer chez soi. Donc, pour tout renseignement, déjà merci Christelle hein, pour tous ces renseignements, pour toutes ces informations riches
riche et très, comment dire, enfin, c'est passionnant. Donc pour tout renseignement, vous pouvez appeler Zora ou Catherine, qui du coup se feront un plaisir de vous donner, de répondre à toutes vos questions. Et là, je vais vous mettre le numéro de téléphone. Donc, qui est le 02 47, je suis en train de le taper en même temps et de faire de grosses bêtises. Alors, hop, hop là, ça marche pas. Donc le 02, si c'est bon. Donc 02 47 52 66, pardon. Oups, et 01. Et voilà, il faudra taper 1 pour les formations. Voilà, donc je vous l'envoie. En tout cas, merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup pour tous nos auditeurs de ce soir. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à revenir sur notre chaîne CNF Guide Advice pour voir en replay ce superbe webinaire que tu nous as présenté ce soir, Christelle. Voilà. Merci à tous. Passez une très belle soirée et puis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.